nous fait porter l'entière responsabilité de notre bonheur, on surresponsabilise les individus sous couvert d'une forme de libération, mais qui est en fait pour moi un point en plus qu'on s'est rajouté. Et donc, face à ce désaveu de ce que le développement personnel nous vend, à savoir qu'on peut créer notre bonheur, l'impuissance face à sa propre santé mentale. Ça a été vraiment très difficile à vivre, surtout sans aucune perspective de mieux. Bonjour, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez envie de vous libérer de toutes ces injonctions qui nous plombent, qui nous rongent, qui nous détruisent la vie. Et ces injonctions à repérer, c'est pas si facile, et c'est une des raisons pourquoi il y a dialogue. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je reçois Louise Auberi. Vous connaissez sans doute cette jeune femme, très active, plein d'allant, d'énergie, qui est engagée dans plein de missions, et qui vient, dans son dernier livre, témoigner de toutes les manières dont elle a été victime, elle aussi, de ces injonctions, au point même d'avoir commencé à être connue sous le nom My Better Self, qu'elle regrette aujourd'hui, comme s'il fallait être toujours une meilleure version de soi-même, être toujours mieux. Vous allez voir, c'est éclairant, bouleversant, profond, de voir la prise de conscience auquel Louise nous invite dans cet épisode. Bonjour Louise, c'est vraiment une joie profonde de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a encore, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter ? Bien sûr, merci Fabrice pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de te voir. Je m'appelle Louise Auberi, j'ai 26 ans, je suis autrice, entrepreneur et créatrice de contenu. J'étais connue sous le nom My Better Self, que j'ai récemment changé, mais je pense qu'on en parlera, parce que je ne me reconnaissais plus dans ce mantra. Et je suis dans une quête en ce moment de sens. Voilà, c'est comme ça que je me définirais. Et j'adore les pâtes à la truffe. Ce que je trouve bouleversant dans ton livre, c'est l'honnêteté avec laquelle tu racontes vraiment une crise majeure que tu as vécue. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très important d'en parler. Est-ce que tu veux essayer de parler de la manière dont un jour tu as commencé à toucher le fond ? Essayons. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de sentiment pire que celui de l'impuissance face à sa propre santé mentale. Et je pense aussi par rapport à celle des gens qu'on aime. Mais donc se réveiller un jour en ayant l'impression que quelqu'un a appuyé sur un bouton et que notre cerveau ne s'arrête plus, tourne en boucle, va à toute vitesse, des pensées se mélangent et en fait on n'arrive pas à l'arrêter, tu vois, c'est comme si on avait cassé le frein à main. Donc c'est ça, la souffrance la souffrance psychique que j'ai vécue. Que tu as vécue. Qui s'appelle l'ébullition mentale, voilà, donc qui est quelque chose de pas très connu. Qui n'est pas très connu, les gens connaissent mieux voilà, la dépression, l'angoisse, la dépression, la tout ça. Donc bipolarité. toi, ce que tu as vécu, c'est vraiment, ça tourne sans arrêt, jour et nuit, sans s'arrêter. Et pourquoi c'est difficile ? Pourquoi, qu'est-ce qui est douloureux ? Eh bien, ce qui est douloureux, c'est un peu vraiment la façon que j'ai de l'expliquer, c'est comme si tu avais envie de t'arracher la tête parce que tu n'étais plus en maîtrise de ton cerveau. Et tu vois, je me souviens vraiment me dire chaque jour, courage, un jour tu vas te réveiller, tu vois. Comme si j'étais dans un cauchemar, bloquée dans un cauchemar, que je n'arrivais pas à en sortir et que j'attendais que miraculeusement, en fait, ça parte. Et en fait, c'est ça qui, en plus, a été très difficile à vivre, c'est qu'au début, c'était assez intermittent. Donc je pouvais me réveiller un jour et avoir cette toupie infernale qui tournait en boucle. Et 3 jours après, me réveiller, je l'avais plus. Et je me disais, ça y est, c'est parti, c'est bon, je vais mieux. Mais donc déjà, j'avais aucun contrôle sur le sujet, ce qui est très difficile de manière générale, et encore plus pour les contrôles fric un peu comme moi. Mais en fait, à un moment, ça s'est installé durablement. Et c'est là où, en fait, je pense que ce qui est terrible, c'est non seulement la souffrance, mais aussi, comme je le partage dans le livre, la culpabilité qui vient avec le sentiment de ne pas réussir à aller mieux. C'est qu'on vit tellement dans un monde, et je sais que tu dénonces ça aussi, où on nous fait porter l'entière responsabilité de notre bonheur, où on surresponsabilise les individus
sous couvert d'une forme de libération, mais qui est en fait pour moi un point en plus qu'on s'est rajouté, qui est extrêmement récent si on regarde l'histoire un peu de la philosophie du bonheur. Et donc, être face à ce désaveu de mon pouvoir, face à ce désaveu de ce que le développement personnel nous vend, à savoir qu'on est fondamentalement, qu'on peut créer notre bonheur, ça a été vraiment très difficile à vivre, surtout sans aucune perspective de mieux. Tu vois, c'est vraiment ça, je pense aussi, qui m'a beaucoup, beaucoup affectée, c'est de vivre chaque jour sans savoir si un jour tu vas aller mieux. Et donc, ça a empiré. Et quand vraiment c'est le pire, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah clairement, moi, à un moment, j'ai pensé à l'euthanasie. Je me suis dit... Donc c'est pour montrer que, parce qu'à première vue, on a du mal à penser que c'est si douloureux. Ouais, Donc c'est vrai que c'est important. de préciser De le préciser degré également. de la souffrance, ouais. Tu, Bah en fait, tu vois, moi, ma réflexion, c'était à quoi bon survivre? Enfin, je pense que la vie est faite pour être vécue. Là, moi, j'étais dans de la survie. parce que tu pouvais plus apprécier les choses. Exactement. T'arrivais plus à écouter les gens. Bah en fait, j'étais dans une... tu vois, c'est comme si je devais lutter sans cesse contre un ennemi invisible. Et donc, j'aurais pu te ça, parler là, On peut dire que c'est ça la maladie mentale. Il y a comme un Oui, ennemi invisible tout à qu'on ne fait. comprend pas, et contre lequel on ne peut rien. contre lequel on peut rien. Évidemment, là, tout le discours habituel, l'illusion que j'ai aussi, moi, sans arrêt dénoncée, l'illusion de la volonté, l'illusion du contrôle, l'illusion que c'est de notre faute, nous empêche de comprendre que, On est Comme- impuissant face... oui, on est impuissant. Et là aussi, donc voilà, je t'ai coupé, donc tu avais même envie donc, de mourir tellement tu étais loin d'avoir... Oui, et tu vois, je sais pas toi ce que t'en penses, hein, je serais curieuse d'avoir ton avis sur ce sujet, le sujet de l'euthanasie, vu que c'est encore vachement tabou en France, alors que c'est légal dans d'autres pays. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir dans mon rapport à la mort, qui, dans notre conception occidentale, est extrêmement triste, extrêmement négative. Et en fait, surtout quand elle est choisie, moi, pour être passée par là, j'ai vraiment réalisé que en fait, ça pouvait être aussi une libération, quoi. Enfin, en même temps, moi, mon point de vue, pour répondre à la question, Ouais. c'est ce que tu avais envie, c'est d'être aidé. Et maintenant, tu vas bien. Oui. Donc moi, je dirais que la question centrale, c'est pourquoi nos moyens d'aider les gens sont si faibles, pourquoi le discours ambiant est si pauvre, alors que la difficulté de l'existence, la maladie mentale et les difficultés existentielles sont inhérentes à l'humanité depuis tout le temps. Pourquoi on considère aujourd'hui que c'est quasiment un tabou, une humiliation, et pas une épreuve comme une autre que tout être humain a à vivre. Et bon, après, c'est pour ça que j'invite tant de grands thérapeutes sur ma chaîne, pour qu'ils montrent des solutions. Pourquoi le niveau de la psychiatrie est aussi faible, pourquoi la plupart du discours psychologique est si insuffisant. Je crois que moi, ce que j'ai envie de répondre, plutôt que la question de l'euthanasie, c'est qu'est-ce qui peut aider quelqu'un. Oui. Et tu décris dans ton livre, et ça c'est ça qu'il faut essayer d'aborder, ton livre essaie de montrer à la fois la souffrance, qu'est-ce que c'est la maladie mentale, et aussi pourquoi les réponses qu'on propose sont à ce point décevantes. Oui. Et alors moi j'ai une question, même au-delà de ton livre, plus généralement, parce que tu parles à beaucoup de gens, et moi, en lisant ton livre, et à côté j'ai presque le cœur serré, pourquoi tant de gens aujourd'hui souffrent et ils se tournent vers des choses qui ne peuvent pas les aider? C'est-à-dire un discours général, ce que tu appelles, je ne suis pas tout à fait sûr du terme, le développement personnel. Pourquoi on se tourne vers des recettes complètement un peu qui ne fonctionnent pas si bien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Et après tu as trouvé des choses qui Oui. vont aider. Ben, écoute, déjà pour répondre, clore ce débat sur l'euthanasie, évidemment, le but, c'est d'être aidé. Mais c'est pour les personnes qui, malgré des efforts répétés, sont dans une souffrance telle, moi, je trouve ça violent, en fait, de les laisser souffrir. Bah oui, mais justement, parce que pourquoi? Mais parce que certains, tu vois, il y en a une récemment en Belgique, elle, si je dis pas de bêtises, elle avait un trouble de la personnalité borderline et une dépression sévère chronique.
aucun traitement n'a marché, ça fait 5 ans qu'elle souffre. Tu vois, à un moment, c'est aussi son droit. Non, mais ma question, elle n'est pas là. Après, souvent, j'ai un peu regardé souvent, et souvent, je suis étonné que les approches qu'ils ont suivies ne peuvent pas marcher. On dit qu'on a tout fait, C'est vrai qu'à mon avis, on n'a pas tout essayé. Mais le renouveau des psychothérapies depuis une quinzaine d'années Oui. sont fondamentales. On commence enfin à comprendre la question du trauma, qu'on n'a absolument pas compris. C'est un vrai sujet. Pourquoi il y a eu un déni politique de la question du trauma ? Alors que le stress post-traumatique, aujourd'hui, on commence à le comprendre. Les manières de soigner sont... Mais personne ne connaît... Enfin, très peu de gens connaissent aujourd'hui ce qui peut vraiment aider. Donc on voit des gens qui sont au bout de l'épuisement, mais juste parce qu'ils sont prisonniers d'un discours qui ne peut pas marcher. Ouais, moi je trouve quand même, alors évidemment que les traumas peuvent avoir un impact sur notre santé mentale, mais je trouve qu'aujourd'hui ça a presque bon dos, tu vois. On met un peu tout sur le dos des traumas. Et moi je suis plutôt de l'école de la psychothérapie qui ne laisse pas le passé définir... Le trauma c'est l'inverse. Donc tu vois, par exemple, typique de la situation dans laquelle on est. Je te parle du trauma. Ta réponse sur le trauma, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le trauma. Donc on répercute auprès des gens ce qui va les empêcher. Or, sur le trauma, là, je peux montrer, j'ai tous ces livres sur le trauma. Il y a le travail de Lévin, qui est une révolution, et qui montre justement que le trauma ne nous définit pas, et qu'on peut s'en sortir en comprenant la logique du trauma. Que les soldats de la Première Guerre mondiale, que les soldats ont vécu, on l'a nié complètement, on a dit qu'un soldat pouvait pas avoir de trauma, sinon il était lâche, que c'était parce qu'ils étaient des lâches. Oui. On a dit la même chose aux femmes qui subissaient des violences. On a dit la même chose aux enfants. Il y a eu un déni social depuis un siècle et demi de ce que c'est le trauma et comment justement le trauma, c'est un problème physiologique qu'on peut traiter en comprenant tout le travail qui a été fait par Porges sur le système physiologique et qu'est-ce qui s'emballe et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Et qui n'a rien à voir avec la psychologie et qui montre justement que le trauma, c'est quelque chose qui nous est arrivé et qu'on peut réussir à le déplacer. Donc ce que je crois vraiment essentiel par rapport à cette question, c'est il y a des réponses à la souffrance mentale, mais le problème, c'est que l'accès au savoir est extrêmement faible, que les psychiatres aujourd'hui en France sont en nombre insuffisant, sont mal formés, que beaucoup de psychologie et de psychothérapie sont malheureusement pas du tout au niveau de la souffrance. Mais je crois que c'est ce message qui est un message d'espoir qu'il faut donner aujourd'hui. Oui, non mais de toute façon, c'est évidemment que le but, c'est de partager aux personnes qui nous regardent qu'il y a une phrase de Dumbledore que j'aime beaucoup, mais on peut trouver la lumière même dans les moments les plus sombres si on se rappelle seulement d'allumer la lumière. Donc évidemment, mais tu vois... Oui, mais moi je dirais le contraire, parce que si on se rappelle d'allumer la lumière, oui, mais des fois on ne peut plus allumer la lumière. Donc justement, c'est ça, quand on va mal, quand on souffre de souffrance mentale, on ne peut plus allumer la lumière. Donc comment quelqu'un peut nous aider à retrouver en nous la possibilité d'ouvrir la lumière? Et c'est ça qui reste pour moi... C'est un peu la thèse que j'avance dans mon livre, en fait. C'est que je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. Je pense déjà, pour répondre à ce dont tu me parlais précédemment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens se tournent vers ce que j'appelle le développement personnel? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. On a été habitué à avoir tout très vite, à portée de main, à portée de clic. Et je pense qu'on sous-estime l'impact que ça a dans même notre fonctionnement psychologique. Et donc, on est beaucoup plus à la recherche de réponses qu'enclin à se poser des questions. Et pour moi, c'est toute la différence d'ailleurs entre le développement personnel et la philosophie. C'est que le développement personnel a pour presque mantra ou identité d'apporter des méthodes et des réponses, donc ce qui est en soi très séduisant, je l'accorde, mais ce qui est aussi en soi, pour moi, très dangereux, parce qu'en fait, le terme même de développement personnel est antinomique, dans le sens où, si c'est un développement qui est personnel, par définition, il ne peut pas convenir à tout le monde. Or, ce que beaucoup, aujourd'hui, de coachs en développement personnel ou de même thérapeutes parfois, prônent, c'est le fait qu'il va y avoir une méthode qui va marcher pour sortir de la souffrance. Et donc, quand des personnes qui ont été dans des situations vraiment de vulnérabilité comme j'ai pu l'être, on est tellement à la recherche de solutions, on a tellement envie d'aller mieux, que évidemment, on va être très réceptif
à ça. Moi, je me souviens de livres que j'ai lus et de méthodes que j'ai essayées, mais où j'étais persuadée que j'allais pouvoir m'en sortir. Parce que ce qui est décrit est parfois étayé, parfois scientifiquement plus ou moins baqué, et qu'en fait, on se dit, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Et c'est le grand danger de prendre d'un cas particulier et d'en faire une vérité générale. Oui, ce qui est en plus très beau dans ton livre, c'est que tu décris très bien. Donc, à partir de cette souffrance, ce que tu as fait pour essayer d'aller mieux, loin de t'aider, t'as enfoncé encore plus. M'a conforté dans l'illusion que j'avais le pouvoir sur ma santé mentale. Et donc, au fond, on pourrait dire que une des premières clés, c'est de comprendre que par rapport à la santé mentale, la question n'est pas celle du pouvoir ou de la volonté, mais peut-être autre chose, d'autres forces qu'on a complètement négligées. Alors, on va peut-être essayer de montrer. Donc, le premier, c'est vraiment très courageux, parce que la première grande erreur, c'est quasiment le nom que tu t'es donné, My Better Self. Donc, la première grande illusion, c'est cette idée qu'il faut devenir un meilleur soi-même. Ouais, la meilleure version de soi-même. Ce qui est vraiment... c'est vrai que c'est très intéressant pour moi de comprendre, parce que moi, ça me glace l'idée de devenir une meilleure version de moi-même, donc ça m'intéresse. Ouais. Comment on est pris dedans? Écoute, moi j'ai toujours trouvé l'idée hyper désirable. C'est cette idée de progression, en fait, qui m'a toujours animée. Et j'avais vraiment cette idée, mais par rapport aussi au contenu que je consommais, que ça ne tenait qu'à moi de devenir la meilleure version de moi-même. Que ça ne tenait qu'à moi d'être en meilleure santé, d'être plus cultivée, d'être une meilleure personne. Et cette idée, je pense, de mélioration est devenue vraiment conditionnelle de ma valeur. Donc sans m'en rendre compte, je pense que j'ai vraiment conditionné ma valeur à cette capacité à m'améliorer. Et je pense que c'est la différence entre l'excellence, la recherche d'excellence et la recherche de perfection. C'est que la recherche de l'excellence, elle est en soi louable, mais la recherche de perfection, elle est extrêmement dangereuse, et c'est pour ça que j'ai un chapitre sur le piège du perfectionnisme, dont j'ai été vraiment victime. C'est le meilleur moyen de ne jamais être heureux, en fait. On signe pour un contrat qui est perdu d'avance. La perfection étant inatteignable, on est contraint de, ne jamais vraiment être satisfait de soi, même quand on performe bien, et de toujours se comparer à d'autres et toujours avoir le sentiment non pas seulement qu'on peut mieux faire, mais qu'on doit mieux faire. Donc moi, j'ai vraiment jamais tellement été satisfaite de ce que j'ai pu accomplir jusque-là, parce que j'étais toujours dans la recherche de plus, de plus, de plus. Et moi, je suis assez critique du discours plus égale plus, où il faut toujours qu'on ait plus pour être heureux, parce que je pense que c'est une quête sans fin. C'est très important de faire cette distinction centrale entre l'excellence et le perfectionnisme. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de mal aussi à expliquer, quand j'ai écrit Foutez-vous la paix, qu'il ne s'agissait pas de dénier l'excellence, mais de mettre à mal l'instrumentalisation de soi-même, qui fait de nous des machines, qui nous déshumanise, alors que l'excellence est l'accomplissement de notre humanité. Oui. Et c'est ça la distinction qui est importante à faire. Il ne s'agit pas de refuser de s'améliorer, de progresser, d'inventer, de grandir. Ça, c'est vraiment part de l'être humain. Mais comme tu le montres très bien, de confondre ce fait de devenir, de progresser, d'apprendre, avec cette sorte de quête de la perfection, de ne plus avoir droit à l'erreur, et comme tu le dis très bien, de s'identifier uniquement à nos réussites objectivables. Ouais, et ça, on en avait déjà parlé ensemble, mais tu vois, moi, ça m'a pris du temps d'accepter l'idée que je pouvais réaliser une activité sans recherche de performance. Tu vois ? Tout ce que je faisais, je cherchais à le faire, encore une fois, du mieux possible. Et c'est que, depuis que je suis sortie de cet enfer, tu vois, que par exemple, j'ai repris la danse en me disant, mais en fait, je m'en fous, en fait, si je danse bien, entre guillemets, si je performe. Je veux juste faire cette activité sans but aucun. Juste pour le plaisir de le faire. Ce qui était la grande différence d'Aristote entre la poiesis et la praxis, qui dit que ce qui rend un homme heureux, c'est la praxis, c'est-à-dire la pratique pour elle-même. Quand on a un but, on devient l'esclave du but. C'est bien,
c'est des fois nécessaire, mais une vie humaine s'accomplit quand on peut faire la chose pour le bonheur de la faire. Et je pense que et il donne l'exemple de la promenade, mais il aurait pu donner l'exemple de la danse. Oui. Donc tu as redécouvert la praxis au sens d'Aristote, et évidemment c'est ça qui rend, une des choses qui rend heureux. Et ça, tu vois, je ne sais pas pourquoi, pour le coup, c'est aussi peu présent dans le discours populaire. C'est clair, moi je Tu vois. vois, je ne suis même pas sûre d'avoir étudié cette distinction d'Aristote quand j'étais en cours, quoi. Personne, non, et c'est central. C'est vrai que quand je me bats beaucoup, quand j'enseigne la méditation, en disant, si vous pratiquez pour quelque chose, vous retombez dans une forme d'esclavage, alors qu'il faudrait pratiquer comme on fait une promenade. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas énormément de bien, parce qu'au fond, on projette, du coup, ce que tu décris aussi très justement, c'est qu'on projette la réussite sur une mesure quantitative extérieure. C'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'est pas content de bien danser, mais c'est pas que la question, c'est pas que je viens bien danser, c'est je dois bien danser, ça doit être mesuré de telle manière que je sois comparé aux autres, que je réussisse ceci, que je réussisse cela. Et c'est vraiment tragique. Et c'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle je n'encourage pas la quête du bonheur, c'est parce qu'en fait, le bonheur, il n'est pas mesurable. Ça, c'est le deuxième point que je voulais parler. Oui, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il faut renoncer à la question du bonheur. En tout cas, il faut le redéfinir autrement. Et tu dis très bien, comme deuxième piège, j'ai noté l'illusion de maximiser les moments de bonheur et de vouloir éviter les moments où on n'est pas heureux. Alors là, c'est vraiment, là aussi, une équation complètement terrible de notre temps. Ouais. Les gens croire qu'être heureux, ce serait avoir des moments heureux et d'éviter les moments où on est malheureux. Mais ça, c'est terrible. Mais moi, c'était ma conception, c'est un peu une conception épicurienne, finalement, qui nous vend l'idée qu'il faut maximiser les moments de bonheur et minimiser les moments de malheur, ce qui paraît finalement être assez logique. Mais c'est vrai que moi, j'en suis vraiment arrivée à la conclusion qu'on ne se pose pas la bonne question. La question, c'est pas qu'est-ce qui nous rend heureux, mais c'est pourquoi est-ce qu'on est prêt à souffrir. On peut dire ça. On va essayer de creuser. Après, je vois que dans ton livre, je n'ai pas complètement réussi à être assez clair sur montrer pourquoi le stoïcisme et l'épicurisme ne sont pas des bonnes manières de progresser. Mais non, mais là je critique l'épicurisme. Oui, justement, évidemment, un des points clés par rapport à la maladie mentale, c'est que fuir ce qui est douloureux ne permet pas de le dépasser, de le surmonter. Et qu'être heureux, c'est peut-être accepter la douleur, les épreuves, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il y a une illusion profonde des êtres humains de confondre le bonheur et le confort. Oui, mais je maintiens quand même que pour moi, la quête du bonheur... Bah oui, quand c'est un objectif. Bah, en fait, si on simplifie les choses, et je dis ça sans aucune connotation politique, mais... Pour moi, l'idée du bonheur tel qu'on la conçoit au XXIe siècle est profondément capitaliste. Bien sûr. Et profondément liée à l'avènement du capitalisme. Bien sûr. Et donc, en fait, on ne l'a jamais remise en question. C'est-à-dire que ça paraît logique, tout le monde veut être heureux. Mais on se fourvoie dans l'idée que ça ne dépend que de nous. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire comprendre aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen d'être condamné au malheur. Parce que c'est... comme pour le perfectionnisme, lutter pour un objectif qu'on ne pourra pas atteindre durablement. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, le sens est beaucoup plus pertinent à rechercher. Parce que tu vois, tu disais, je pense qu'être heureux, c'est peut-être accepter le malheur, etc. Bon, moi, je ne pourrais... Je dirais pas accepter le malheur, je dirais qu'on ne peut pas être heureux en déniant, en refusant les épreuves, le fait d'être touché, parce que il se passe plein de choses dedans. On doit écrire un livre, il y a des moments de doute, des moments où on se dit « je ne vais jamais y arriver », mais de se confronter à ça et de ne pas le fuir, de voir qu'est-ce que ça nous dit, souvent ça nous dit des choses très précieuses, ah oui, on peut avancer, ça participe de l'accomplissement, et ça rend très heureux. Donc c'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une des grandes illusions... On a perdu le sens de l'effort aussi. Hein. Le sens de l'illusion que tu décris très bien, c'est le bonheur égale moment heureux, pas de moment malheureux. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des moments, rétrospectivement, on se rend compte qu'il y a des moments qui étaient durs, c'est des moments où on était plus heureux. C'est des moments où tout allait bien, mais ce n'est pas des moments aussi heureux. On se rend compte que c'est un rapport extrêmement pauvre. Ouais, non, mais on en a fait aussi une panacée. Et c'est vrai que, en fait, cette idée, tu vois, je pense qu'il faut accepter l'idée
qu'on ne pourra pas toujours être heureux, alors que on nous vend vraiment le contraire et on nous vend l'illusion qu'on peut y arriver en achetant ci, en faisant tel voyage, etc. Mais tu vois, moi, quand j'ai traversé cet enfer, j'étais en aucun cas heureuse. Enfin, et même rétrospectivement, j'étais malheureuse comme la pierre. Pourquoi est-ce que je ne suis pas morte? C'est parce que j'avais du sens. Je m'accrochais au sens. C'est-à-dire, c'est à quoi, par exemple? En l'occurrence, je m'accrochais vraiment énormément à ma sœur jumelle. Donc c'est plutôt à l'amour. L'amour était une forme de sens, hein, à Je mes sais pas trop yeux. ce que ça veut dire le sens. Mais disons, en tout cas, dans ton cas, c'était le lien, l'amour. Il y avait ça, et puis il y avait aussi le sens, en vrai, que je donnais enfin, tu vois, au projet que j'accomplis, à Feu My Better Self, et à cette puissance qui était encore là, qui était juste malheureusement complètement noyée par la souffrance, mais qui, je savais, était là, et je savais qu'un jour elle referait surface. Tu vois. Donc les deux choses qui t'ont aidé, Ouais. c'est le lien d'amour Ouais. et le lien. Ça, c'est vraiment tellement important. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Qu'au fond, tu sentais une sorte de vie en toi, de flamme, d'allant. Tu le sens, tu n'avais plus trop accès, mais tu sentais que c'était quand même là. Ouais. Et tu avais quand même confiance dans cet allant qui était plus grand que toi. Tu ne pouvais pas sentir, mais qui nous habite. Voilà, j'étais pas heureuse. Si mon but dans la vie avait été d'être heureuse, en fait, là, clairement, je serais morte, parce que j'aurais échoué. Mais je m'accrochais au sens qui, contrairement au bonheur... Je préfère ces deux choses, c'est très concret. Voilà. Sens, c'est un peu abstrait, mais deux choses très concrètes. Sentir l'allant en nous, sentir le lien d'amour. Je trouve ça, c'est très, très profond. C'est très, mais très pourquoi fort. je parle de sens? C'est parce qu'en fait, c'est une raison de se lever le matin, tu vois. Moi, je ne me lève pas par le sens. C'est trop Tu te lèves intellectuel. Il faut que je cherche. Je me lève, je crois, d'abord par amour. Par amour de ce que je fais. Par sentir que, par le fait de donner, de pouvoir recevoir. Mais disons des choses tangibles comme ça. Animer, sentir ce qui m'anime. Moi, j'appelle ça le sens que tu donnes à ta vie. Mais... Donc, voilà, on peut. Mais je veux l'incarner, disons, parce que sens. C'est vrai. Parce qu'il y a trop ce truc. Je suis un peu gêné par tous les gens qui disent le sens. Ah oui, alors on va trouver le sens. Alors mon sens, c'est de réussir. Et ça devient une formule. Et je trouve que c'est important de revenir à quelque chose d'un peu corporel. D'accord. Je trouve que souvent, ce qui aide, c'est de réancrer dans quelque chose qu'on sent. Parce que c'est du sens, mais en même temps, il faut que ça vienne par... Quand je te demande qu'est-ce que c'est le sens, on voit que tu descends en toi-même dans quelque chose de profond, qui échappe à tout. Le lien avec ma sœur jumelle, ce lien... Et justement, c'est très beau aussi par rapport à ce qu'on a dit, ça permet de comprendre. Ça n'a plus rien à voir avec la volonté. Non. Le lien d'amour que tu as ne dépend pas de ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Il est là, tu peux le cultiver, mais ça ne dépend pas de ta volonté. Et cet allant qui nous anime aussi... ce que j'appelle parfois le bourgeon, moi je trouve, j'aime beaucoup cette image du bourgeon parce qu'il grandit, des fois il est dehors, c'est comme gelé, et puis il grandit. Donc ça c'est... Il y a un autre piège, donc on l'a dit, c'est le perfectionnisme, mais je voulais te citer parce que je trouve que la phrase elle est très forte. L'une des grandes impostures du bonheur, nous faire croire qu'en étant parfait, en ayant un corps parfait, une relation amoureuse parfaite, un job parfait, on sera heureux. Ça, je trouve, c'est très bien vu. Il y a une collusion là aussi. Et puis, il y a le paradoxe de la volonté. La volonté, on n'a que ça, et c'est très pauvre, et c'est culpabilisant. Donc ça, c'est un peu les grands axes de ce que tu vas, au fond, discerner qui t'ont piégé, et qu'il faut s'en libérer. Et tu vois, quand je parle de ces pièges, ce livre, je l'ai écrit presque... à la fois pour dénoncer les travers dans lesquels j'ai pu tomber et que la société peut nous vendre, mais aussi parce que tout le monde, heureusement, n'a pas de problème de santé mentale, mais juste, on a tous et toutes cette complexité face au bonheur, à ce que ça veut dire, à ce que ça représente, à comment l'atteindre. Je l'ai presque écrit pour ces chapitres-là sur les pièges, parce que quand j'en suis sortie de cet enfer, j'étais persuadée que je serais la plus heureuse du monde. Tu vois, il y a un côté où je me disais, mais en fait, le jour où je retrouve ma santé mentale, plus rien ne me
fatiguera, plus rien ne me désolera. Je serais tellement reconnaissante juste d'avoir retrouvé ce bourgeon, tu vois, ce goût pour la vie. Et en fait, là encore, la volonté est impuissante. Ce n'est pas une question de volonté d'être heureux. Et donc j'ai été face... C'est une question d'attention, de présence, d'amour, de plein de choses que les gens ont complètement oubliées. Ouais, parce que je pense c'est beaucoup plus séduisant de nous faire croire que ça dépend de nous, que c'est en nous levant à telle heure le matin, que c'est en accomplissant telle chose. Et donc en fait, je me suis retrouvée, tu vois, en septembre 2022, 2-3 mois après avoir commencé à aller mieux, à être affectée par voilà, des problèmes de travail, par être affectée par une relation. Et à me dire, mais Louise, attends, tu t'as oublié la promesse que tu t'étais faite à toi-même? Tu ne seras plus jamais triste. Tu vois, vraiment, je recommençais à m'engueuler, tu vois. Quelle horreur. Ouais, mais parce que... C'est ça que je disais au début de notre entretien, tant qu'on croit qu'être triste, c'est mal, c'est horrible. Et tant qu'on croit, dans mon cas, où je pense que c'est vraiment le plus grand piège dans lequel je suis tombée, tant que je crois qu'il faut être parfaite pour être heureuse, bah en fait, je peux attendre très longtemps, quoi. C'est comme on prend un morceau de musique, et un morceau de musique que vous aimez, si on enlève toutes les notes tristes, tous les silences, eh ben, il ne reste plus rien. Non, il ne reste plus rien. La musique, c'est ce travail, ce mélange qui crée une harmonie. Et l'acceptation, l'acceptation de... Mais c'est pour ça que, pour moi, le stoïcisme a quand même du bon, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais ça m'a quand même permis de calmer je pense, mon illusion de toute puissance, de volonté. Mais le problème du stoïcisme, c'est quand même l'idée que par la volonté, on va y arriver. Le stoïcisme romain explique que si jamais je suis marié, que ma femme meurt, elle m'a été donnée, on me l'a retirée. Je peux rien y faire, j'accepte. Je ne peux rien y faire, mais il n'y a aucune raison que je suis malheureux. D'ailleurs, je le dénonce dans le livre, ça. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un passage là-dessus. Oui. Je me demande même si je ne te cite pas. Tu me cites, mais malheureusement, tu m'as tellement... c'est tellement coupé avant. Non, c'est tellement coupé qu'on ne comprend pas. Parce que je dis tu cites la phrase où je dis « ce ne sont pas des hommes ». Et ce que je voulais dire, c'est une vision pour être comme des dieux. C'est ça la vision des stoïciens. Okay. Donc je suis comme un dieu. Ou alors il y a Épictète, son maître lui tord la jambe. Il dit, si tu continues à la tordre, elle va se casser. Et après, il dit, ah ben voilà, tu l'as cassée. Moi, on me tord la jambe, je crie. Donc je ne suis pas du tout stoïcien. Mais c'est une sagesse que je trouve pas du tout à hauteur d'homme. Et je crois qu'il nous faudrait peut-être apprendre une sagesse à hauteur d'homme. C'est ça. Et donc, si je dénonce si souvent le stoïcisme, un peu, je radote un peu là-dessus, c'est parce que je vois que ça reste l'horizon pour les gens de ce qu'ils croient être la sagesse. Ils pensent qu'ils seront sages s'ils sont plus affectés, s'ils ont plus mal, s'ils ont plus peur, s'ils sont plus tristes. Et qu'ils ont, le stoïcisme, c'est j'arrive par une réflexion rationnelle à pouvoir avoir le contrôle. Donc c'est moins con que notre discours actuel parce qu'ils disent je ne peux pas avoir un contrôle sur tout. Voilà, ils admettent, que je ne peux pas avoir du contrôle. Si ma femme meurt, je ne peux pas avoir du contrôle. Donc et là, par rapport à notre monde, où on nous prétend qu'il faut avoir du contrôle sur tout, y compris sur ma femme, si elle a un accident, que c'est de ma faute, il faut que je contrôle tout. Et là, on se dit, c'est quand même des philosophes. Il y a quand même une réflexion rationnelle. C'est grandiose. Si je préfère essayer de dénoncer le stoïcisme parce qu'il y a un côté grandiose. Mais ce qui me semble très problématique pour notre temps, c'est d'arriver à penser une sagesse à hauteur d'homme, qui accepte le chagrin, la finitude, le fait qu'on n'est pas parfait. Et nous voudrions être stoïciens sans vouloir la rigueur, parce que c'est un monde extraordinairement viril, le stoïcisme. Oui. C'est très machiste, c'est extrêmement viril. La vertu, qui vient du même mot que virilité, c'est vraiment... je suis vraiment... rien ne m'affecte. Et moi, je crois que le bonheur, c'est pouvoir être affecté. Et quand tu me dis, tout à l'heure, quand tu es au fond du trou, ce qui t'aide, c'est comment tu es affecté par le lien que tu as à ta sœur, et comment tu es affecté par quelque chose qui t'habite, qui est plus grand que toi, qui dit il y a de la vie, il y a de l'élan, il y a du bourgeon en toi. Donc c'est pour ça que et la séduction du stoïcisme est si forte aujourd'hui. Je trouve que la plupart des gens que je vois qui parlent dans les médias, tout ça, souvent c'est un discours très stoïcien qu'il y a derrière,
que ça me semble important de rectifier ça pour faire la paix avec le cœur, pour faire la paix avec la tendresse, pour faire la paix avec comprendre que la vulnérabilité, c'est pas la fragilité, tout ce mouvement-là que tu décris, et que tu décris très bien, ce qui va me faire, mais peut-être tu veux compléter, mais qui fait vraiment le lien avec ce que tu dénonces dans un des cœurs de ton livre que je trouve très impressionnant, comment en plus cette performance est liée à la question du genre. Et je trouve quand même qu'il y a dans le... Oui, je trouve que ça, c'est très fort. Dans le quelque chose de très viril. Ultra masculin. Mais en fait, tu vois, moi, juste ce qui m'intéresse dans chacune des philosophies que j'ai pu lire, c'est justement le fait de me poser des questions. Ah, c'est bien. Je pense qu'on n'est pas obligé, et je pense qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V, et que ce serait tomber dans un autre piège que d'essayer de vivre selon un mode de vie, selon une philosophie, selon un dogme. Mais moi, personnellement, le stoïcisme m'a aidée parce que, comme tu le sais, je ruminais beaucoup. Je n'acceptais pas du tout le fait que quelque chose ne soit pas passé comme je voulais ou que j'ai fait une erreur. Et donc, en fait, vraiment, je pouvais tourner en boucle des jours et des jours. Et le stoïcisme, lire Marc Aurèle notamment, m'a quand même aidée, même si je n'ai pas tout pris, tu vois, m'a aidée à me dire, fondamentalement, Louise, là, c'est de la souffrance inutile. Oui, c'est bien d'accepter la souffrance, voilà, quand finalement on ne peut rien faire contre. Ça, c'était une souffrance que je m'infligeais, mais pour le coup, sur laquelle j'avais quand même un petit peu de contrôle, ou en tout cas d'assise, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé en lisant Marc Aurèle ? Eh bien, je pense la rationalité derrière, c'est-à-dire de me dire, vraiment, fondamentalement, si par exemple, je prends un exemple, pourquoi j'ai pu m'en vouloir récemment, mais franchement, je me suis améliorée, mais imaginons, voilà, si je m'en veux parce que j'ai la fille d'une amie qui prépare Sciences Po, et donc je l'ai aidée au début, on a fait un entretien ensemble, etc., et je devais relire sa lettre de motivation, et en fait, comme j'ai 2 semaines très chargées, j'ai pas répondu tout de suite, et donc en fait, la deadline est passée, elle a envoyé sa lettre, et donc en fait, fondamentalement, je l'ai pas corrigée, alors que je pense que ça aurait vraiment pu l'aider. Et ben, tu vois, au début, je commençais à me dire, mais en fait, comme d'hab, hein, le négatif self-talk, t'es trop conne, t'es même pas là pour tes amis quand ils ont besoin de toi, t'aurais dû le faire, tu l'avais marqué dans ta to-do, tu l'as pas fait, etc. Et donc, réfléchir à ce que peut dire Marc Aurèle et me dire, écoute Louise, te poser des questions très concrètes. Est-ce que t'as fait de ton mieux ? Oui. Est-ce que tu vas désormais faire tout ce que tu peux pour l'aider pour les prochaines étapes ? Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose de t'arracher les cheveux parce que tu as merdé ? Non. Et généralement, je fais une 4e chose. Je me suis fait un petit livre de la sagesse. J'écris mes erreurs pour déjà, j'ai envie de dire, un peu les extérioriser, pour les enlever de mon esprit et pour ne pas les refaire par la suite. Je trouve ça formidable comme méthode. Je vois pas en quoi Marc Aurèle m'a aidé. Quoi que ça va voir avec Marc Aurèle, mais je trouve que c'est une très bonne approche. Okay. Parce que c'est une très bonne approche, parce que reconnaître ses erreurs, ça c'est très important. Ouais. Donc ça a vraiment à voir avec ce que je disais au début. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas être un être humain juste sans éthique. Et reconnaître ses erreurs, c'est pas une honte, c'est pas un problème. Voilà, oui. On est humain, c'est vrai. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je le reconnais. Et en fait, même là, on touche quelque chose qui nous soulage. Ah oui, c'est vrai. On le regrette. Et donc ça, c'est... Voilà, on n'est pas enfermé. Tu vas pas... Parce que quand on s'en veut, on est enfermé. J'ai pas bien fait, Non, là, tu dis, j'ai pas bien fait, je le regrette. Et qu'est-ce que je peux faire pour progresser comme être humain ? Donc je dirais, c'est l'éthique fondamentale. Moi, je dirais que là, tu es plutôt aristotélicienne que Marc Aurèle, puisque là, c'est vraiment l'engagement. Au fond, tu as essayé d'ici d'avoir un vrai engagement éthique. Avoir l'honnêteté de voir ce que tu n'as pas bien fait, pour voir qu'est-ce que tu peux faire de plus juste. Et en plus, c'est très beau d'essayer de voir comment tu peux aider les autres, le monde. Et c'est ça que Aristote appelle la vie bonne, c'est-à-dire une vie, ce que tu appelles qui a du sens, c'est-à-dire une vie qui nous oriente. Et je trouve que c'est une manière très simple de fonctionner. Ouais. Alors moi, je trouve que là où pour moi, c'est toujours génial de te lire, c'est comment tu passes au scalpel la pression du genre, parce qu'alors là, c'est très important. On a décrit là plein de manières dont le fait de vouloir être heureux nous empêche d'être heureux. On pourrait dire ça, le vouloir être heureux nous empêche d'être heureux. Il y a une possibilité d'être heureux, mais pas par là où on nous le dit. Et ça se montre, s'il y en a qui ne sont pas encore convaincus
surtout vous allez voir là, ça tape en plein dans le mille, la manière dont on dit une femme comment elle doit être heureuse, la manière dont on dit un homme comment il doit être heureux, est beaucoup plus prédéterminée qu'on ne le croit et participe vraiment de notre malheur. Mais peut-être, on ne va pas faire comme comme dans le mouvement du livre, on va commencer par les hommes, parce que je trouve que c'est... Pour changer. Pour changer. Non, mais parce Pardon. que je trouve que c'est vraiment très convaincant. Ah, cool. Moi, je trouve que un homme, pour être heureux, va s'enfermer dans un ensemble de déterminations sociales que tu décris avec une immense finesse. Moi, j'aime beaucoup. Donc, tu trouves cette enquête d'un sociologue. Il demande à ses élèves hommes, qu'est-ce que c'est pour vous un homme bon? Et les réponses, un homme intègre, qui a de l'honneur, qui est protecteur, qui fait ce qui est juste, qui prend soin des personnes qu'il aime. Et tout de suite après, il dit, qu'est-ce que c'est un vrai homme? Ouais, c'est ça, c'est la notion de vrai. Et là, les gens disent, un homme qui ne pleure pas, qui ne montre pas sa douleur, c'est un gagnant, il est riche, il a beaucoup de relations sexuelles. C'est tellement choquant. Je pense vraiment que ça explique aujourd'hui le grand malaise et mal-être qu'il y a chez beaucoup d'hommes. Parce que comme les femmes ont commencé à faire leur révolution et à dénoncer, donc ce que tu disais très bien, c'est pourquoi j'ai fait ces 2 chapitres, c'est parce qu'en fait, j'ai réalisé, en enquêtant sur le bonheur, que finalement, la question existentielle, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, est tellement lourde à porter, que la religion a pendant très longtemps et continue encore de répondre à cette angoisse existentielle, mais que pour pour la société sécularisée, le bonheur est vraiment venu prendre cette place. Et donc, comme il n'y a pas de mode d'emploi, entre guillemets, comme peut y avoir dans la religion, c'est-à-dire il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel à suivre, eh bien, la performance de genre est venue se substituer à cela. Donc en fait, la performance de genre est pour beaucoup, notamment d'adolescents et d'adolescentes, le premier contact avec l'idée qu'on se fait du bonheur. Si je prends mon cas particulier, quand j'avais, je pense, 14-15 ans, c'était très inconscient, mais tout ce que je faisais était dans le but de correspondre à la féminité. C'est-à-dire pour être aimé. C'est pas seulement pour être heureuse d'ailleurs, mais c'était lié en fait. Pour être aimé, pour être accepté. Ouais. C'est les 3. Ouais. C'est pour être heureux, pour être aimé, pour être accepté, Le loto. pour avoir ma place, pour pouvoir même continuer d'exister. Il faut que je sois jolie, mince, gentille, souriante, que je prenne pas trop de place. Donc en plus avec moi c'était un peu compliqué. C'est horrible. Mais c'est horrible. En fait, je pense que d'un côté, tu vois, honnêtement, hein, je pense que pour certaines personnes, il y a du réconfort. Tu vois, c'est un peu la citation aussi, il y a de la créativité dans la contrainte ou de la liberté dans la contrainte. Sinon, je n'explique pas que les sociétés, notamment confucianistes, soient à ce point-là dans une reproduction de schémas. Je pense que pour certains, c'est rassurant de ne pas se poser la question de comment, en fait, il faut se comporter et comment il faut faire pour être heureux. Mais dans nos sociétés, où quand même, aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, en fait, on a commencé à dénoncer toutes ces injonctions, c'est beaucoup plus difficile maintenant de faire comme si de rien n'était. Tu vois, moi, je pense que ma grand-mère, fondamentalement, ne se posait pas la question de savoir si performer la féminité la rendait heureuse ou pas. Je pense que ça l'a beaucoup affectée parce qu'elle devait toujours être là à contrôler son poids, elle sortait pas démaquillée. Donc c'était une vraie pression sociale, mais comme elle ne connaissait pas autre chose et qu'on ne remettait pas en question cette injonction, finalement elle la suivait. Aujourd'hui, heureusement, on commence à la remettre en question. Et donc moi, quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai vraiment commencé à me poser la question, mais Louise, pourquoi tu veux faire de la chirurgie esthétique? Louise, pourquoi est-ce que tu te prends autant la tête à savoir si tu plais à tel mec ou pas? Pourquoi finalement tu occupes autant ton temps, je veux dire 99% de ton énergie, à t'occuper des 1% qui te définit? Alors en plus, de l'exemple par rapport à ta grand-mère, le paradoxe, c'est qu'à la fois on a un peu plus de liberté aujourd'hui, mais en même temps que cette image de genre, elle est instrumentalisée par le capitalisme, donc devenir jolie, etc. On est manipulé par les réseaux sociaux. Tu racontes alors un truc complètement dingue, comment quand on va sur TikTok, naturellement, notre visage se transforme. Ouais. Il est retouché automatiquement.
c'est complètement dingue. Donc, on voit des images de gens parfaits qui créent encore plus De complexe. de sentiments de ne pas être à la hauteur. Parce qu'évidemment, ta grand-mère, elle n'avait pas ça. Elle devait performer la féminité, mais c'était une image quand même moins crispée, moins figée, moins... Ouais, bah t'avais les couvertures de magazines, mais c'est vrai que c'était moins, je pense, omniprésent. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur la comparaison, c'est que Omniprésent c'est et terrible. sans doute moins inatteignable. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, en plus, pour les jeunes filles comme pour les hommes, ce qu'on présente, c'est en plus une image fabriquée, inatteignable. De plus en plus mince, de plus en plus comme ceci, de plus en plus comme cela. Donc il y a un paradoxe entre une découverte un peu de la liberté et une injonction que tu montres qui détruit de l'intérieur. Et puis surtout, là encore, tu vois, c'est très lié en fait. Tous ces sujets sont très liés, mais liés à une perfection qui n'est pas atteignable parce que pour la plupart, elle n'est pas réelle. Je veux dire, il y a C'est pas tellement réel. de retouches, de filtres, que en fait, ça sert vraiment personne. On se fait du mal. Et la personne qui le poste, parce que elle-même va se comparer à cette image perfectionnée d'elle qui n'est pas réelle, et la personne qui va voir ensuite ce contenu, qui va se comparer à une image qui n'est pas réelle. Donc en fait, ça fait du mal à tout le monde, et pour moi, c'est un cercle vicieux dont il faut absolument sortir, parce que tant qu'on ne se détachera pas de cette injonction à la performance du genre, eh bien, on sera là aussi condamné à être malheureux, parce que elle a été imaginée pour ne jamais être atteinte durablement, tu vois. C'est toujours un effort que tu dois entretenir, performer, et que tu seras condamné, entre guillemets, un jour à laisser. Et on le voit avec, tu vois, le jeunisme. Aujourd'hui, j'ai reçu récemment sur mon podcast Adriana Carambeu. Et tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien recevoir des gens avec qui je suis pas forcément d'accord et tout. Et elle te disait vraiment, ben moi, j'ai peur du jour où je serai plus jolie, quoi. J'ai trouvé du bonheur dans le fait d'être belle. Et je lui enlève pas, mais ce que je trouve extrêmement dommage, c'est quand, en fait, c'est conditionnel de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et donc elle dit, moi, je sais que, en gros, à 60 ans, ma beauté sera fanée et je serai plus considérée comme belle. Et ça me fera souffrir. Et donc je suis pour lutter contre ce facteur de bonheur qui est totalement arbitraire et conditionné à une société de l'apparence. Alors, donc ça c'est vraiment... Tu montres très bien aussi dans la pression du corps. Donc il faut... Soit on nous dit on haït notre corps parce qu'il ne correspond pas à ce modèle, mais que l'inverse n'est pas mieux. Qu'il faut aimer son corps comme il est, c'est encore au fond être prisonnier du piège. Et toi, ce que tu proposes, c'est d'avoir un rapport un peu plus détendu, dans mon langage, d'avoir un rapport où on se fout la paix avec son corps. Ouais. Au fond, c'est pas que c'est pas important d'être beau ou que c'est pas important d'être mince, mais peut-être tout ne se joue pas là. On peut avoir un rapport un peu plus détendu à ça. J'aime à dire en rigolant, soyons un peu plus comme nos chiens. Ton chien, il t'aime pourquoi ? Il t'aime pas plus parce que t'as mis du maquillage, il t'aime pas plus parce que t'as eu telle récompense, il t'aime pas plus parce que t'as perdu 10 kilos. Il t'aime pour ce que t'es. Et c'est les chiens presque qui m'ont fait réaliser où reposait vraiment notre valeur. Et donc en effet, non mais tu vois, c'est la philosophie de comptoir, mais... tu vois, et comme je suis passée par cet écueil où j'essayais à tout prix de correspondre aux standards de beauté et que ça m'a rendue vraiment malheureuse, du coup après je suis passée par ce qu'on appelle le body positive, où j'essayais de montrer des corps normaux, des corps imparfaits, et je pense que c'est important de passer par là aussi pour avoir juste cette phase, mine de rien, presque juste de l'œil, tu vois, parce que ce qu'on voit conditionne ce qu'on trouve désirable. Donc il faut réussir à voir de tous les corps et la représentation est très importante. Mais une fois que j'ai passé ce stade, en fait, je me suis dit, mais fondamentalement, je continue quand même à parler de corps toute la journée. Est-ce que ce n'est pas contre-productif dans le sens où mon discours, c'est de dire aux femmes comme aux hommes, on est bien plus qu'un corps. Notre apparence, déjà, un, on l'a pas choisi, et deux, c'est même pas 1% de qui on est. Donc occupons-nous des 99% restants qui sont bien plus intéressants pour tout le monde. Oui, puis on pourrait dire notre corps ne se réduit pas À son enveloppe. à l'image sociale fabriquée qu'on en donne. Ouais. Notre corps, c'est ce qui irradie de nous, la qualité de notre présence, notre affection, tout ce qu'on sent. Oui, tu as raison. C'est la C'est distinction important. entre
corporelle et co- apparence oui, physique. Oui, parce qu'au fond, peut-être que... Alors, donc on voit un peu pour les femmes, et au fond, ça c'est un peu connu, je dirais. On comprend la pression pour les femmes. Et Mais on a les hommes, l'impression que les hommes, ça que je trouve vraiment bien vu, on aura l'impression comme ça, bon, ben, les hommes, c'est moins fort. Et en réalité, tu montres que pas du tout. Que les hommes sont pris dans une pression inapparente, mais extrêmement forte. Et donc en te disant, je me suis même dit, ah ça y est, je comprends, que les gens me demandent souvent pourquoi les gens qui écoutent mes conférences, ou qui voient mes vidéos sur ma chaîne, sont majoritairement des femmes. Et je me dis, mais pourquoi? Et en lisant ton livre, je me dis, bah oui, bien sûr. Parce que les hommes, ils sont prisonniers et on leur a pas du tout... Et écouter leurs émotions, se poser des questions sur leur vie, c'est ne plus performer comme un homme, dans l'image absurde qu'on leur a imposée. Et donc, pour un homme, oser nous écouter, s'il y a des hommes qui nous écoutent, c'est qu'ils ont déjà un peu pris de recul par rapport à cette fabrication sociale qu'on veut leur imposer. Ouais. J'ai titré le chapitre un peu en rigolant, les hommes savent-ils être heureux, tu vois. Même pas peuvent-ils, mais c'est savent-ils. Et en faisant des recherches sur le sujet, et notamment beaucoup de philosophes et de sociologues qui ont étudié sur la question de la masculinité, en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point ce qui était dangereux, en fait, chez la perception de la masculinité, de la virilité chez les hommes, c'est qu'elle est perçue comme choisie. C'est-à-dire que nous, limite, les femmes, la plupart, c'est quand même vachement subi, ces injonctions de contrôle du poids, de contrôle de l'apparence. Les hommes tirent une forme de fierté à performer la virilité. Parce que c'est vraiment aussi la société qui les récompense quand ils le font. Et donc, et c'est pour ça que tu vois, je parle de cet ignoble individu, là, Andrew Tate, qui est devenu multimillionnaire en vendant des formations, qui apprend à comment devenir un homme, parce que aujourd'hui, la solution pour les jeunes hommes malheureux, ces hommes sont persuadés qu'ils trouveront leur rédemption et donc leur bonheur dans le fait de cocher toutes les cases de la masculinité. Donc, dans le fait de devenir riche, donc admiré, donc adulé par les femmes, donc en ayant plein de relations sexuelles, et donc en ayant du pouvoir, quoi. Tu fais la liste des 6, je trouve ça dingue. Ouais, ne boxe. Pas montrer ses émotions, être physiquement fort, être riche, être le pourvoyeur du foyer, pas celui qui donne les soins, parler de sport, de voiture, pas de discussion profonde, avoir le pouvoir sur les femmes. Ouais. Et c'est pas rajouté, mais plus on a de relations sexuelles, plus ça prouve qu'on est un homme. C'est glaçant. Ouais, et en fait, ça les dessert, tu vois. Je pense que le discours aujourd'hui qui dénonce la masculinité, c'est pas, comme certains peuvent le croire, pour les menacer ou pour que les féministes prennent leur place. C'est pour leur dire, en fait, vous souffrez autant que nous du patriarcat. Le patriarcat ne vous rend pas heureux parce qu'il ne vous autorise même pas à ressentir, en fait. D'abord, on ne peut pas être heureux si on n'a pas un rapport à ses émotions. Mais alors aussi, ce que tu dis qui est extrêmement juste, en plus, comment vous pouvez être heureux? Parce que l'idée pour être heureux, c'est d'être le plus fort, qu'il y a le plus de femmes. Et donc, il n'y en a qu'un seul qui peut y arriver. Ouais. Et donc, c'est ça le paradoxe de cet homme dont j'ai oublié le nom qui vendait ses formations, parce qu'au fond, c'est lui qui s'enrichissait sur le dos des autres. Ouais. Mais c'est un projet qui ne peut pas fonctionner. Mais, donc, c'est aussi ça. Encore une fois, si ça marchait, que ça rendait les gens heureux, on pourrait discuter éthiquement. Mais ce n'est même pas une question éthique, c'est que c'est un projet, ne pas montrer ses émotions, est-ce que ça rend heureux? Ben non. Ouais, et puis comme tu l'as très bien dit, et je l'aborde aussi, c'est pour ça que pour moi, toute quête du bonheur est vaine, c'est que le bonheur est relatif, pas absolu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kant disait que ça relève du domaine de l'imagination et non de la raison. C'est parce que le bonheur s'appréhende par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc on est heureux presque que si on est plus heureux que les autres. Et donc il y a quelque chose de très pervers là-dedans, en fait, mais qui est la société telle qu'elle a évolué, telle qu'on la considère aujourd'hui. Et j'ai partagé aussi cette étude qui m'a quand même beaucoup marquée, et peut-être que les personnes qui nous regardent peuvent y répondre honnêtement. Mais si on te proposait de gagner demain 3 200 €, mais tous tes collègues gagnent 3 500, ou alors de gagner 3 700 €, mais tous tes collègues gagnent 4 000, qu'est-ce que tu choisis? C'est compliqué comme question.
Bah, spontanément, on a tous envie de dire, bah, évidemment, choisis 4000, choisis le plus. Eh bien, les statistiques montrent que quand tu es seul face à ton stylo, enfin à ta feuille, et que personne ne regarde ce que tu réponds, en grande majorité, de mémoire, c'est 65%, les gens préfèrent gagner plus que les autres, même si c'est, dans l'absolu, moins que ce qu'ils auraient pu gagner sinon. Mais alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu montres aussi que le fait de suivre ces 6 ne nous rend pas du tout heureux, parce que ça induit la solitude. Les études montrent que devant jouer ce rôle, les garçons très vite se coupent des relations affectives avec d'autres hommes, parce que ça ne rentre pas dans la boîte, comme tu le décris très bien. Et donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui ont plein d'amis, de copines et tout ça, et que les hommes n'en ont beaucoup moins. On pouvait penser, voilà, c'est juste une différence qui serait comme ça, biologique ou tout ça. En fait, ou que les femmes aiment mieux parler que les hommes. Alors, pas du tout. C'est que devant rentrer dans la boîte, ne s'autorisant plus à avoir des émotions, étant dans une compétition, comment on peut créer des relations, du lien avec les autres. Or, c'est créer du lien qui rend heureux. Et d'ailleurs, si on veut être même... si on veut aller au bout du raisonnement, ça tue les hommes. Cette boîte tue les hommes. Et c'est une revendication des masculinistes. Aujourd'hui, regardez, le taux de suicide chez les hommes est beaucoup plus élevé. Mais alors déjà, j'ai envie de dire, les tentatives de suicide sont autant féminines que masculines. S'il y a beaucoup de tentatives de suicide aussi masculines, bah, c'est notamment parce qu'en fait, ils ne se sentent pas autorisés à partager ce qu'ils ressentent. Mais pourquoi, entre guillemets, est-ce qu'ils réussissent plus ? C'est parce que la violence qui est inhérente à la virilité fait qu'ils vont choisir des façons de se tuer beaucoup plus violentes, donc beaucoup plus efficaces, entre guillemets. Ce terme est horrible, mais... Et donc, tu vois, quand les masculinistes dénoncent le fait que, parce que vraiment c'est une revendication qu'ils ont, dénoncent le fait que plus d'hommes meurent, j'ai envie de leur dire, mais oui, mais à cause de qui ? À cause du patriarcat. Donc nous avons le même combat. Nous souhaitons que les hommes puissent ressentir leurs émotions, arrêter de considérer que la violence est sexy, tu vois. Parce que c'est pas du tout, on ne dit pas aux hommes de devenir des femmes, on dit juste que pourquoi il y a un seul modèle aussi unilatéral, et tu montres aussi très bien qu'aujourd'hui, quand même pour une femme, c'est pas parfait, mais il y a plusieurs modèles. Oui. Il y a plusieurs possibilités d'être une femme. On a réussi, ces 50 dernières années, à imposer différents modèles d'être une femme, et c'est de plus en plus communément accepté. Alors que les hommes n'ont pas encore mené cette révolution. Tu peux essayer d'expliciter, par exemple, quels sont les modèles pour une femme aujourd'hui ? Écoute, tu vois, par exemple, moi, des modèles que j'ai, c'est Michelle Obama, qui est une femme de pouvoir, qui est une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de faire bouger les lignes. Il y a des femmes comme Beyoncé qui sont qui prennent toute la lumière, qui prennent de la place et qui sont finalement des femmes puissantes, pour titrer aussi le podcast de Léa Salamé. Alors que les hommes, dans les rôles modèles, dans les garçons, enfin, je vais la refaire, les hommes auxquels les garçons rêvent, ou en tout cas les rôles modèles qui les font rêver, ça reste très majoritairement le même cas de figure de l'homme d'affaires qui a réussi, qui est très bien entouré et qui a de l'influence. Oui, on a beaucoup plus de mal voilà, quand on pense à un homme auquel on voudrait ressembler, dans ce modèle masculiniste, Bah ouais. C'est très très pauvre. Et Ouais. ça montre bien que c'est... Et tu montres qu'il y a d'autres modèles d'hommes un peu différents, mais c'est les femmes qui les valorisent, Oui. et pas les hommes eux-mêmes. Notamment Timothée Chalamet, Tom Holland, qui sont aujourd'hui vraiment parmi les stars les plus populaires, mais chez les femmes. C'est quand même... je trouve que ça rééclaire tout ce qu'on a vu jusqu'avant. De ces injonctions qu'on est obligé de suivre sans s'en rendre compte, qui nous mettent dans une case. On croit qu'on est libre, on est complètement prisonnier. Au fond, ton livre, c'est aussi ça. On croit qu'on est libre, on est complètement prisonnier d'une pression sociale qu'on ne voit pas. On croit qu'on veut, voilà, on croit qu'on veut être heureux en étant mec, souriante, etc. Et en fait, ça ne nous correspond pas du tout. Bah moi, mon truc, c'est la déconstruction. Je me rends compte, hein, le premier livre que tu avais aussi lu, que tu avais édité chez Poche, c'était la déconstruction des injonctions faites aux femmes. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Et comme j'avais fait le tour, finalement, pour moi, de la question du féminisme,
et que j'ai vécu cette période absolument atroce, je me suis dit, j'ai envie maintenant de déconstruire l'injonction au bonheur. Parce que comme tu le dis très bien, tout est construit en fait. Enfin, moi, c'est ça qui me passionne. C'est le fait que tout ce qu'on croit être naturel ou peut-être même juste une question de préférence, d'éducation, en fait, c'est socialement construit. Et le fait de réussir à prendre conscience de ça et d'enlever ses œillères, c'est pour moi une vraie libération. C'est formidable. Merci infiniment. Merci J'espère Fabrice. que ça va donner aux gens envie de te suivre, de lire ton livre, et puis d'inventer leur propre chemin à eux pour essayer d'être heureux à partir d'eux-mêmes. Et si je peux ajouter Oui. un dernier point qui est vraiment un des points que j'avais envie de partager dans le livre, c'est de savoir se détacher de la recherche de la cause de nos souffrances. Ah, ça, c'est tellement important. Je trouve qu'aujourd'hui, Ah, mais ça, c'est tellement il y a important. tellement, tu sais, cette phrase, il faut soigner la cause, pas le symptôme. Ah, mais ça, Mais en fait, il faut savoir parfois soigner le symptôme aussi. Ah, mais ça, Tu c'est vois, tellement important. Alors voilà, là, j'avais envie de terminer là-dessus. Ah ben, je rebondis parce que c'est un peu un de mes combats. Ça, c'est ce que je dénonce, moi, dans la psychologie de bazar aujourd'hui. La psychologie, tu vas mal, tu as une angoisse. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance? Ah, tu n'as pas été aimé. Et alors là, ça y est, t'es coincé. Je suis dans une position d'autorité, là, tu commences à me respecter parce que là, qui ici, qui nous écoutant, ne se dit pas, ah oui, c'est vrai. Et je suis enfermé dans mon histoire, à double tour, c'est une causalité mécanique. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai pas été aimé, parce que j'ai pas fait ceci, que je suis prisonnier à jamais de mon histoire. Et ça, je crois que tu as absolument raison de dire que c'est absolument la catastrophe d'un discours de ce que j'appelle, moi, cette psychologie de bazar qui détruit. Et c'est très, très violent. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait, dans la façon de s'en sortir. Ouais, c'est pas plus noble de trouver la cause. En fait, le but, c'est d'aller mieux. C'est tout. Et même, je peux dire, alors là, j'en vois les gens à tous les grands thérapeutes, psychiatres que j'ai reçus sur ma chaîne, savoir, soi-disant, pourquoi on irait mal, ça n'a jamais aidé quelqu'un à aller mieux. C'est pas du tout ça. C'est retrouver des liens, retrouver le rapport à ce qui est vivant en nous. Tu as même fois dit, les choses qui t'ont aidé quand tu allais mal, les liens d'amour, les liens avec la profondeur de ton être. Et alors, donc c'est vraiment important de dire, le fait de comprendre, moi je connais plein de gens qui peuvent t'expliquer en long, en large tous les traumatismes qu'ils ont vécus, ils vont pas mieux. Donc le fait de comprendre n'aide pas, c'est une illusion, mais alors ce qui est aussi tout à fait une illusion, c'est que la vie est tellement riche que de dire, ah oui, mon histoire est due à ça, c'est vraiment extrêmement mécanique, partiel. Encore une fois, on cherche des réponses et une facilité qui parfois n'est pas toujours aidante. Qui nous enferme. Donc tu as absolument raison. Partout, il faut dire que ce soi-disant déterminisme est faux et que comprendre soi-disant nos problèmes dans une cause du passé est beaucoup trop étroit, mécanique et pas du tout à la hauteur de ce que c'est une existence humaine. Eh bien, je suis très content qu'on ait fini sur ce point. Merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Surtout, partagez le plus possible le contenu de la chaîne. Faites connaître autour de vous qu'il existe, la chaîne Dialogue qui permet aux gens de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser faire par le désespoir, qu'il existe des voies, des chemins, plein d'aides. Je vous embrasse et je vous remercie d'être vous aussi les ambassadeurs d'une vision plus heureuse et plus éclairée.